Merci beaucoup, bienvenue. Bienvenue, écoutez, vous pouvez enlever vos chaussures pour les mettre juste ici. Ouais. Allez-y, c'est parti. Bonjour Camille. Bonjour. Et bonjour Christophe, bienvenue. Allez-y, allez vous asseoir. Olivier Lavagna, bonjour, bienvenue à bord. Bonjour. Et voilà, nous sommes installés avec nos invités sur le Squeeze 2, toujours avec Sébastien Hucher qui nous accompagne. Très heureux d'être là. Tout au long de cette émission. Olivier Lavagna est donc avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Directeur général des ports de Monaco, vous avez un cadre de travail exceptionnel. Oui, je dois reconnaître qu'on n'est pas trop mal. Vous êtes vraiment très bien. En face de vous, nous avons Camille Lopez qui est également ici. Bonjour Camille, présidente et fondatrice d'iPlug, un cabinet de consulting spécialisé dans la transition énergétique maritime. Et j'accueille aussi sur ce bateau Christophe Moquet, directeur du programme de sciences, conservation et innovation des ressources marines à l'université Côte d'Azur. Olivier Lavagna. On est actuellement dans le plus grand port de la Principauté, qui en compte 3. Il y a Fontvieille aussi, et puis le port Cala del Forte à Ventimiglia en Italie. Combien de bateaux, au total, peuvent s'amarrer ici? Alors je dirais on a même 4 maintenant, puisqu'il y a le petit port du Petit Portier, qui accueille 15 anneaux. Donc sur le port Hercule, on a 700 anneaux, donc une quarantaine au-delà de 30 mètres. Et on en a 300 sur le port de Fontvieille. Et donc vous pouvez accueillir, on le voit et vous l'avez dit, des bateaux de n'importe quelle taille. On a des plus petits, on a des très gros, tout ça c'est aménagé. Absolument, et puis maintenant on a même équipé le poste de la digue pour accueillir des bateaux, je veux dire, il n'y a plus de limite. Mais bon, les bateaux de 150 mètres, on sait les accueillir. Camille, est-ce que dans les ports de Monaco, les 4, donc, est-ce que vous connaissez la proportion de bateaux verts ? J'aurais pas de pourcentage, de nombre à vous donner exactement, mais on est sur les toutes petites unités, sur les premiers bateaux qui vont commencer à décarboner. Donc on retrouve principalement des solutions électriques, en fait, sur de la petite plaisance, généralement de 6 à 8 mètres à peu près. Donc vous travaillez dans ce secteur-là. Vous conseillez qui ? Vous conseillez les ports, comme Monsieur Lavagna ici présent, ou plutôt les constructeurs de bateaux ? On travaille avec les deux. Dans la transition énergétique, c'est important de pouvoir faire avancer les deux aspects en même temps. Sinon, on se retrouve avec le problème de l'œuf et de la poule. Donc les ports de Monaco, on travaille ensemble depuis plusieurs mois maintenant sur différents sujets et projets qu'ils ont souhaité mener en multi-énergie, puisque c'est important de ne pas se focaliser. Lesquels de projets ? Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot là ? Oui, on parle de sujets court terme, moyen et puis même presque, je dirais, long terme. Donc effectivement, s'il y a les avitaillements des bateaux en biocarburant, comment aussi éventuellement, si on a une demande, même si elle n'est pas encore très fréquente, mais de ravitaillement en hydrogène, donc d'avoir les procédures en place pour pouvoir dire, en tout cas, c'est possible de le faire à Monaco. C'est pas qu'on a la source, mais qu'on sait l'amener et qu'on sait mettre en place avec une procédure. Donc ça, on y travaille. Sébastien. J'entends à court terme, à moyen terme, à long terme, le besoin de travailler fortement sur l'impact carbone. Est-ce qu'on va plus loin ? Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Ou alors on est focus carbone dans cette industrie ? Alors, on n'est pas seulement, même quand on parle de carburant et d'énergie, on n'est pas seulement sur le carbone, puisque sans entrer dans les complexités de chaque carburant, lorsqu'on va venir les brûler dans un moteur, on va avoir d'autres rejets de particules. Vous avez peut-être les NOx à l'esprit également. Donc en fait, sur une nouvelle énergie, on va pouvoir impacter certes le carbone, mais aussi ces autres particules. Les NOx, c'est quoi ? Les NOx, c'est ce qui va être rejeté par le moteur. En fait, quand on se sert d'un moteur à combustion, donc comme on a sur la plupart des navires autour de nous, l'échauffement, la chaleur qui est produite dans le moteur lors de son fonctionnement va générer des NOx. Dès l'instant où on a un fonctionnement avec une certaine chaleur, on va avoir des NOx, quelle que soit l'énergie. Et en fonction de ce carburant, on va en avoir plus ou moins qui vont être rejetés. Christophe Moquet, je voudrais avoir votre avis, vous, sur ces bateaux plus respectueux de l'environnement. Est-ce que c'est ça l'avenir ou on est plutôt sur des gadgets ? Alors, on rentre là vraiment dans l'idée de décarbonation, donc c'est un enjeu majeur de l'économie bleue et c'est tout l'aspect de l'interdisciplinarité en fait. Effectivement, vous parlez en fait ici de bateaux pour certains de luxe, mais on parle aussi de transport maritime de façon générale. Le transport maritime, c'est 90% du transport de tous les biens internationalement. Donc du coup, c'est évidemment un énorme enjeu. Donc là, on a besoin de se parler entre, je pense, scientifiques, ingénieurs, managers, pour justement réussir à trouver des solutions durables. Olivier Lavagna, ces solutions durables, on pense aussi, alors on a parlé d'hydrogène, mais il y a ces bateaux électriques, je pense qu'il y en a
pas mal quand même sur le marché. Il faut les recharger. Est-ce que le port de Monaco est équipé pour ça ? Alors, il y a au Yacht Club, par exemple, à la Marina, ils ont des bornes de recharge rapide et on y travaille pour en mettre par ailleurs. Après, il faut reconnaître qu'on n'a pas une demande énorme, donc dans le port, on est capable d'y répondre. Et puis, vous avez une vraie politique environnementale ici. Je crois que tous les bateaux doivent utiliser un carburant plus propre. Oui, moins chargé en soufre, effectivement. C'est une obligation réglementaire depuis maintenant 2018. Et vous le contrôlez ? Alors ça, c'est pas nous, c'est l'administration, mais oui, c'est contrôlé de façon aléatoire, absolument. Et les bateaux de croisière aussi Ah oui, bien sûr, c'est tout navire dans les eaux territoriales. Quand vous entendez ça, Camille, j'imagine que ça vous fait plaisir. Oui, on est également en contact, donc notamment les affaires maritimes qui s'occupent de ces sujets avec eux depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'ils sont extrêmement rigoureux sur les prélèvements effectués et sur les vérifications des bateaux. Et je dirais même intransigeants dès l'instant où un bateau ne serait pas conforme aux réglementations applicables. Donc c'est un vrai premier step. En fait, on en revient au réglementaire qui reste indispensable pour pouvoir provoquer une transition. Et on le voit, les premières décisions qui ont été prises sur des organes internationaux de réglementation viennent apporter une traction en fait aux acteurs européens, nationaux, locaux pour avoir cette transition qui puisse se réaliser. Alors voilà, on a parlé de toutes ces nouvelles technologies dans les ports de Monaco, l'avenir aussi avec ces bateaux plus propres. Christophe Moquet, parlez-nous des conséquences sur la faune marine. Les bateaux avec un carburant classique, est-ce que c'est si mauvais que ça ? Parce que des bateaux, il y en a depuis des décennies, mais on continue de pêcher et on continue de manger du poisson. Alors là, effectivement, on étend plus largement à l'économie bleue, à la croissance bleue en général. Le tourisme peut être durable, le yachting sûrement, le transport maritime en tout cas va vers plus de durabilité. C'est souvent d'ailleurs un enjeu économique et pas seulement écologique, puisqu'en fait, moins utiliser de carburant, c'est aussi évidemment un intérêt économique pour le secteur. Si on va plus loin sur l'économie bleue en général, de toute façon, c'est ça, c'est développer l'économie tout en respectant à la fois l'écosystème, mais également une certaine justice sociale. Donc on peut faire ça avec du tourisme durable, on peut faire ça avec la protection de nourriture, que ce soit pêche ou aquaculture, avec de la biotechnologie. On a à Monaco des startups qui développent des médicaments contre le cancer grâce au coraux. Donc on peut développer de l'économie avec une protection. Et cette économie bleue, elle sera au centre du Blue Economy and Finance Forum initié par le Prince Albert II à travers sa fondation, la Fondation Prince Albert II. Vous attendez quoi, vous de ce rendez-vous, Christophe ? Il y a plusieurs axes. Il y a évidemment un axe politique au niveau de prise de décision. Il y a notamment la signature, par exemple, vous en parlerez un petit peu plus tard, je pense, de la haute mer. On attend une 60aine de signatures pour que le traité haute mer soit confirmé. Il y a donc des décisions au niveau politique, mais il y a aussi une prise de conscience de la population. Et là-dessus, on travaille autant à apporter de la science dans les discussions internationales qu'à développer la connaissance auprès du public. Et finalement, les derniers accords qui nous ont marqués, historiquement les accords de Paris, là on arrive sur normalement des accords à Nice qui seront historiques aussi pour les mers et les océans. On a été déçus de ce qui se passe depuis les accords de Paris. Est-ce que là on a la foi, on a confiance, on attend de vrais changements de votre côté ? Alors, la diplomatie internationale a ça de compliqué qu'elle n'engage que ceux qui la signent. Donc du coup, les signataires peuvent changer effectivement au fur et à mesure du temps. Donc faut avoir espoir. Je disais qu'avec Université Côte d'Azur, on a impliqué là-dessus aussi dans les COP climat notamment. Et quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est qu'il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu effectivement de trouver des solutions rapides et durables, mais il y a aussi l'enjeu de continuer à se parler. Quand vous êtes dans ce genre de négociations internationales, vous vous rendez compte que des pays qui ne se parlent quasiment plus sur la scène internationale continuer à se parler. Et puis, c'est aussi des enjeux où la science peut apporter des solutions. Donc, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Vous avez quel regard, vous, Olivier, sur cette croissance, cette idée d'agrandir toujours plus en tant que directeur des ports de Monaco ? Nous, notre stratégie, on a pris le port de Cala Delforte parce que dans la proximité, on cherche quelques postes complémentaires pour répondre au mieux à la demande. Et puis, c'est aussi pour ça que on va se positionner sur l'appel d'offres qui est à venir du port de Cap d'Aille, qui est, quand on regarde par une vue aérienne, le port de Cap d'Aille est plus proche de celui de Fontvieille que Fontvieille du port Hercule. Et la dimension environnementale, elle compte dans ce que vous dites ? Bien sûr. Il faudra, c'est le terme qui veut à la fois tout et rien dire, mais qui voudra dire beaucoup dans notre dossier, c'est le smart port. Il faut que sur tous les sujets, on ait
les meilleures réponses. Donc ça passe de télérelève, d'avitaillement, de système de récupération des eaux usées, de le traitement de collecte des déchets, de points propres. Enfin, les sujets sont nombreux. Alors Olivier Lavagna, vous en tant que directeur des ports, vous avez la réponse, mais vous, Christophe, Camille, vous êtes certainement au courant que la principauté de Monaco, en ce qui concerne les bateaux de croisière, privilégie des bateaux plus propres, moins grands, avec moins de passagers. Est-ce que vous le savez ? Alors, on est ravis d'y être rappelé. Est-ce Je pense que Camille le savait, for sûr. Oui, limite, parce qu'on a les approches aussi de corridors verts qui, certes, ont lieu à Monaco, mais également autour et qui ont été initiés il y a plusieurs décennies maintenant par la France, très exactement. Donc oui, il y a des vrais enjeux de taille de navire et de pouvoir aussi se raccorder à quai. Donc il y a de gros travaux qui ont été faits. Donc finalement, on est déjà sur cette stratégie on sort du plus grand navire, du plus grand nombre de passagers. On est déjà finalement sur une stratégie de décroissance, en tout cas quantitative, de personnes qui pourraient venir à quai. Complètement, et puis ça se répercute vraiment, que ce soit dans la croisière, donc dans l'industrie plus commerciale, le yachting et la plaisance. On a une approche des chantiers pour venir diminuer les besoins énergétiques des bateaux aussi à bord. C'est-à-dire qu'on peut avoir un certain nombre de personnes, mais d'avoir des consommations sur le sujet de l'eau, par exemple, pour même sortir du carburant, avec des installations qui soient moins consommatrices d'énergie, de chauffer moins de volume d'eau en amont, par exemple, et d'être plus à la demande sur le bateau. Donc il y a vraiment un travail qui est totalement invisible, entre guillemets, généralement, mais qui est fait par les chantiers navals en R&D pour améliorer les bateaux depuis plusieurs années, et ça continue totalement. Christophe, vous vouliez intervenir ? Oui, parce qu'en fait, c'est un pattern qu'on retrouve partout dans l'économie bleue, que ce soit dans un tourisme durable. Le tourisme peut être durable si justement il est plutôt à petite échelle, s'il bénéficie aux populations locales. C'est pas toujours le cas. La pêche, c'est la même chose. Il y a des investissements financiers massifs qui sont dédiés à finalement faire une transition dans les engins de pêche, plus petits, moins consommateurs d'énergie. Et on le voit en fait, je pourrais continuer comme ça sur tous les différents secteurs de la croissance bleue. Donc c'est le même pattern. Et donc on doit manger moins de poissons à l'avenir, c'est ça que ça veut dire ? Moins de poissons, je ne suis pas là pour vous le dire. En tout cas, il y a des façons de pêcher qui sont moins impactantes que d'autres sur le milieu. Et en fait, encore une fois, c'est une nécessité économique, parce que du coup, c'est un secteur en Méditerranée qui n'est pas forcément à la hausse depuis ces dernières dizaines d'années. Donc, c'est dans ces enjeux-là que des changements sont opérables. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Sébastien aussi, bien sûr. Merci Olivier Lavagna, Camille Lopez, Christophe Moquet d'avoir répondu à nos questions. Donc sur ce bateau, à bord du Squeeze 2, on a parlé de cette mer Méditerranée, on a parlé de ces bateaux, l'avenir, ces nouvelles technologies aussi. Mais la mer Méditerranée, elle regorge évidemment de ressources infinies. Cette mer Méditerranée, elle est capable aujourd'hui de refroidir et de réchauffer tous les bâtiments que vous voyez ici en principauté. On appelle ça la thalassothermie, et c'est une technologie qui va aider la principauté dans sa transition énergétique et aussi vers son objectif de neutralité carbone en 2050. Voyons tout de suite comment ça marche.